Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Niger mobilise ses alliés à quelques heures de la tenue de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO qui s'ouvre ce 17 août au Ghana. Ce 15 août, Ali Mahaman Lamine Zein, Premier ministre installé par le CNSP, était en visite à N'Djamena au Tchad. Il a évoqué pour la première fois le processus de transition politique au Niger. Le Niger, où les sanctions économiques décidées par la CEDEAO suite au coup d'État militaire du 26 juillet dernier commencent à se faire sentir au sein des populations. La fermeture de la frontière avec le Nigeria engendrerait une perte économique quotidienne de plusieurs milliards de naira. Et retour sur le 18e semi-marathon de Brazzaville qui s'est tenu le 14 août après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Plus de 1000 athlètes africains ont pris part à cette course longue de plus de 21 km. Mais tout d'abord en Libye, malgré les appels à la désescalade et au cessez-le-feu lancés à l'échelle locale et internationale, la tension reste palpable entre les deux parties en conflit à Tripoli, dans la banlieue du sud-est. Le cessez-le-feu reste fragile après les violents affrontements qui ont éclaté dans la nuit du 14 au 15 août entre la brigade 444 et la force Reda, deux groupes parmi les plus influents dans la capitale libyenne qui avaient soutenu le gouvernement intérimaire d'Union nationale durant les brèves batailles d'août 2022 qui opposaient les partisans des deux gouvernements rivaux. Les affrontements violents à l'arme lourde de la nuit du 14 au 15 août ont fait au moins 55 morts et plus de 146 blessés. Un bilan encore provisoire. Il s'agit des pires combats depuis 1 an dans la capitale libyenne. Au Niger, la junte évoque clairement ses intentions d'instaurer une transition politique, une première depuis le coup d'État du 26 juillet dernier qui a installé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au détriment du président Mohamed Bazoum. Le processus de transition a été annoncé par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein lors de sa visite à N'Djamena au Tchad ce 15 août. Les explications de Nathalie Mo. Première démarche du Niger dans le sens des pourparlers pour une transition démocratique. Le 15 août 2023, le Premier ministre nigérien nommé par la junte, Ali Mahaman Lamine Zein, a effectué son premier voyage à l'étranger au Tchad. Reçu par le président de la transition tchadien Mahamat Idriss Déby, le ministre Lamine Zein a posé le respect de la souveraineté du Niger comme clé de la diplomatie pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes dans un processus de transition. Nous avons expliqué les tenants et les aboutissants, réitéré toute notre disponibilité à rester ouvert, échanger avec toutes les parties, mais insister sur la nécessaire indépendance de notre pays. Il faut qu'on le dise. C'est un pays souverain. Alors que le Niger mobilise ses alliés et soutient sur l'échiquier continental, la CEDEAO maintient le déploiement de la force régionale en attente comme l'une des solutions à la crise à Niamey. Les chefs d'état-major du bloc ouest-africain tiennent une réunion militaire de haut niveau à Accra au Ghana les 17 et 18 août 2023 pour élaborer les contours d'une intervention militaire afin de restaurer le pouvoir du président déchu, Mohamed Bazoum. Les sanctions économiques, la médiation du sultan de Sokoto plus le poids, la pression du Nigeria feront plier, à mon avis, la junte. Je pense à mon avis, qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. La junte risque de céder avant. Le Premier ministre nigérien, lors de sa visite à N'Djamena, au Tchad, a réaffirmé les liens de fraternité et d'amitié qui lient les deux pays. Le président de la transition Mahamat Idriss Déby a d'ailleurs été la première personnalité africaine sous l'impulsion du président en exercice de la CEDEAO. Le chef d'État du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a amorcé une médiation entre les membres du CNSP et le président Bazoum le 30 juillet 2023, 4 jours après le coup d'État militaire.
Et en cas d'une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, plusieurs habitants de Niamey se préparent. Une initiative a été lancée dans le but de mobiliser plusieurs dizaines de milliers de volontaires afin de combattre aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et d'assurer les services médicaux et logistiques en cas de besoin. Et justement, la possible intervention militaire annoncée par la CEDEAO au Niger a du plomb dans l'aile. À l'issue d'une longue réunion tenue le 14 août, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a refusé l'usage de la force pour un retour à l'ordre constitutionnel. L'Union africaine rejette donc officiellement toute intervention militaire et se désolidarise de la CEDEAO. Un coup dur pour l'organisation ouest-africaine à quelques heures de la tenue de sa réunion prévue à Accra, au Ghana, les 17 et 18 août pour planifier une intervention militaire alors que la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente avait été décrétée le 10 août. Notons que lors de cette même réunion, l'organe chargé de statuer sur les questions de règlement des conflits au sein de l'Union africaine a choisi de suspendre temporairement le Niger de toute activité de l'institution panafricaine. Les conséquences des sanctions économiques décidées par la CEDEAO au Niger suite au coup d'État militaire du 26 juillet dernier commencent à se faire sentir. Les premières victimes sont les populations affectées par les difficultés de circulation des biens et des services. Sur le plan commercial, la fermeture de la frontière entre le Niger et le Nigeria engendrerait une perte de plusieurs milliards de naira par jour. Les précisions de Catherine Gombe. Après le putsch survenu au Niger le 26 juillet 2023, de nombreuses organisations internationales et de nombreux pays ont interrompu leurs transactions avec ce pays d'Afrique de l'Ouest. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a également activé un blocus du pays, conduisant à la fermeture de ses frontières communes avec certains États voisins. Pays frontalier au Niger, le Nigeria subit également les effets des sanctions imposées au Niger. En effet, dans cet État fédéré du nord du Nigeria, l'économie repose essentiellement sur l'agriculture et de la vie des commerçants, la fermeture des frontières entraîne d'énormes pertes en vivres. L'année dernière, je pense que le commerce informel enregistré entre le Niger et le Nigeria se levait à environ 171 milliards de naira. Mais comme au Niger, la majeure partie du commerce au Niger est informel. L'estimation de ce secteur pourrait être supérieure à 500 milliards de naira par an. Les rapports commerciaux portent essentiellement sur des produits périssables. Je parle ici d'oignons, de tomates et de bien d'autres produits vivriers. Les effets de la fermeture des frontières se font de plus en plus ressentir sur le terrain. Les scènes de blocage de camions chargés de vivres aux postes frontières témoignent de l'ampleur de la situation. Une situation à l'origine de la rareté des denrées alimentaires sur le marché nigérien et une hausse de près de 15% de certains produits de consommation de première nécessité. Nous demandons au gouvernement fédéral et à la sécurité nationale de rechercher des solutions alternatives à cette crise. Les choses s'aggravent un peu plus chaque jour. Je parle ici de tout le septentrion en général. Pour l'instant, nous n'avons aucun moyen de traverser, à moins que nous ne songions à traverser clandestinement à Sémi, ce qui causerait des dommages parce que nos conteneurs sont en transit. Le 2 août 2023, le Nigeria a suspendu l'approvisionnement en électricité de son voisin, le Niger, dans la lignée des sanctions décidées par les voisins ouest-africains du Niger, déstabilisés par un coup d'État. 70% de l'électricité consommée au Niger provient du Nigeria. La campagne électorale bat son plein au Gabon en vue des élections générales du 26 août prochain qui comprennent la présidentielle, les législatives et les élections locales. L'opposante Paulette Missombo figure parmi les 19 candidats en lice à la présidentielle. La présidente du parti de l'Union nationale ambitionne de restaurer la République pour rendre au Gabon sa dignité et sa fierté d'après le nom de son programme. Plus de détails avec Marcel Kouassi-Amoin. Restaurer la République pour rendre au Gabon sa dignité, sa liberté et sa fierté, c'est le slogan prôné par Paulette Missombo,
candidate de l'Union nationale, l'un des principaux partis d'opposition au Gabon, ont tourné dans le pays depuis l'ouverture officielle de la campagne électorale, le 12 août 2023. Paulette Missambo a présenté son programme de société aux populations de l'Est du pays. J'ai intitulé mon programme « Restaurer la République pour rendre aux Gabonais sa dignité et sa fierté ». Protectrice, dans laquelle moi j'ai travaillé, parce qu'aujourd'hui je suis retraité, mais qui m'a permis de créer les conditions d'études pour nos enfants. Moi j'ai mené dans ce pays un programme de construction d'établissements scolaires au primaire et au secondaire sur l'ensemble de la province. Paulette Missambo ambitionne dans son projet de société créer un revenu pour les jeunes qualifiés en recherche de leur premier emploi, une alternative pour faire baisser la courbe du chômage qui est très élevée chez les jeunes. L'ancienne militante du Parti démocratique gabonais entend perfectionner la gestion de l'État à travers un vaste chantier de réformes, notamment la séparation des pouvoirs, la clarification des compétences et la révision des conditions de désignation et de nomination dans les institutions et administrations publiques. L'État n'est plus impartial et moi, présidente, je ferai en sorte que l'État impartial, tel que l'ont conçu notre Constitution, un État qui reconnaît les compétences et les mérites de chacun, une administration qui est au service de tous et qui ne nécessite pas un pourboire pour faire un service. Entrée en politique en 1990, pendant la conférence nationale qui avait consacré le retour au multipartisme au Gabon, Paulette Missambo est depuis 2021 à la tête de l'Union nationale. Elle a fait ses classes en politique sous la présidence d'Omar Bongo, auprès de qui elle a occupé de hautes responsabilités, dont un poste de ministre de la Famille et des Affaires sociales. Le président camerounais Paul Biya a reçu le prix du Sage africain le 14 août à Yaoundé à l'occasion de la 3e édition des Awards de l'avenir, une édition qui commémorait le 15e anniversaire de la rétrocession du Nigeria au Cameroun, de la péninsule de Bakassi après une longue bataille judiciaire au niveau international. C'était le 14 août 2008. Plus de détails avec Séverin Douke. Prix du Sage africain, c'est la reconnaissance que reçoit le président de la République du Cameroun, Paul Biya, pour la gestion du contentieux sur la péninsule de Bakassi, une zone côtière de 1000 km² environ avec un fort potentiel économique située dans la région du sud-ouest du Cameroun et alors revendiquée par le Cameroun et le Nigeria. Malgré une militarisation de la zone par le Nigeria, le président camerounais avait choisi la force du droit au droit de la force. En octobre 2002, la Cour internationale de justice a finalement tranché en faveur du Cameroun et l'accord de Green Tree a été signé entre le président Paul Biya, le président du Nigeria d'alors, Olusegun Obasanjo, et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Et le 14 août 2008 avait eu lieu à Calabar au Nigeria la cérémonie de transfert d'autorité par le Nigeria au Cameroun sur la totalité de la péninsule de Bakassi. La résolution du conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria sur la souveraineté de la presqu'île de Bakassi est un exemple à exalter et à magnifier. Un cas d'école dans un contexte mondial où, en matière de règlement des différends entre les peuples ou entre les États, la violence et l'usage de la force ont malheureusement tendance à prendre le pas sur la retenue, le dialogue et la négociation. À l'heure où le Cameroun commémore le 15e anniversaire de la reprise de la souveraineté de cette partie du territoire camerounais, les Africains saluent un homme d'État soucieux de dialogue et de paix, gage de collaboration et de coopération, socle de développement des États et qui guide son action politique. Le prix du grand sage africain se veut donc un vibrant hommage rendu à un grand homme d'État. Un homme d'État hors du commun qui, par sa clairvoyance, son doigté et sa pondération, a su engager les deux parties en conflit sur le chemin de la raison,
afin de leur éviter de connaître et de vivre les affres et les conséquences désastreuses d'une confrontation brutale, meurtrière et fratricide. Le prix du sage africain a été délivré au président Paul Biya au cours de l'acte 3 des Awards de l'avenir, une cérémonie qui valorise l'excellence africaine dans tous les domaines. Pour cette édition, l'événement a mobilisé les représentants de 15 pays africains au Cameroun avec la remise de prix spéciaux à 20 personnalités africaines. Le semi-marathon international de Brazzaville a fait son grand retour dans les artères de la capitale congolaise le 14 août, après 2 ans d'absence due à la pandémie de Covid-19. La 18e édition de cette compétition a réuni plus de 1000 athlètes africains. Le Kenya s'est emparé de la plus haute marche du podium. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzo. Comme à l'accoutumée, le départ du 18e semi-marathon international de Brazzaville a été donné par le président de la République du Congo le 14 août 2023 au boulevard Alfred Raoul. Après 1h02 minutes et 27 secondes de course, l'athlète kényan Geoffrey Kipyego est arrivé le premier avec un nouveau record du circuit. Il a devancé son compatriote Kenneth Kipkemoy qui a réalisé un chrono d'1h, 3 minutes et 7 secondes. C'était compétitif, c'était très dur, tout le monde était très bon, mais j'ai utilisé ma propre tactique et aussi parce que je m'entraînais pendant la journée. Donc je m'entraînais quand il faisait chaud, c'est pourquoi j'étais très bon aujourd'hui. La course était très bonne aujourd'hui, contrairement à l'année dernière où j'avais eu un problème de frappe car il faisait trop chaud car je ne m'attendais pas à ce niveau de chaleur. Après cette épreuve, je me suis entraîné pendant la journée, quand il fait beau, car je savais qu'il faisait très chaud ici. Comme au cours des éditions précédentes, la Kenyane Agnès Barsosio a survolé la course chez les dames en réalisant un chrono d'1h, 10 minutes et 40 secondes. La bonne opération a été réalisée par Nelson Biyoko, athlète originaire du département de la Likwala, premier Congolais qui a franchi la ligne d'arrivée en 1h, 9 minutes et 42 secondes et 5e au classement général. Je remercie mon Dieu parce que ce n'est pas blague de sortir au niveau international 5e, au niveau national 1er, vraiment en tout cas. Merci mon Dieu et merci au gouvernement. Merci de la jeunesse congolaise qui nous a soutenus depuis le début de la course jusqu'à la fin. Vraiment en tout cas, Congolais, merci. Quant à moi, c'est un peu. Moi je veux que je vais multiplier encore mon travail. Je sors au niveau international 1er, là vraiment je serai content. La participation des athlètes et de coureurs amateurs croît à chaque édition. Cette édition, qui marque la célébration du 20e anniversaire de cette course, créée en 2003, 1131 personnes se sont inscrites. Le semi-marathon international de Brazzaville a pour but de permettre aux athlètes nationaux de se mesurer aux sportifs étrangers afin d'améliorer leur compétitivité sur la scène internationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.